Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 10 février 2025. On va aujourd'hui essayer de trouver un sens à ce qui se passe dans l'actualité, les bouleversements majeurs dans le monde, en géopolitique, en politique intérieure aux États-Unis. Ça a un impact sur toute la planète. Et on est en train de vivre des moments historiques qui sont, à mon sens, là, similaires à ce qu'on a vu à la fin des années 80, début des années 90. La fin de l'Empire soviétique, la chute du mur de Berlin, certains d'entre nous y étions. Hein, encore une fois, c'est le thème de Wind of Change qu'on a fait jouer il y a quelques web journaux à Radio-Québec. Et là, on va focuser sur deux nouvelles essentiellement. C'est en fait l'annonce du démantèlement de la CIA. Hein, c'est-à-dire, c'est un démantèlement par la bande parce que Trump opère avec des propositions de mise à la retraite anticipée et la fin de USAID. Et aussi les propos de Tulsi Gabbard sur le rôle des agences de renseignement. Et donc ça ici, c'est réellement, ces développements-là se sont produits, je ne l'avais pas vu venir comme ça, le démantèlement de la CIA, sont tellement énormes et ont des ramifications tellement grosses pour le monde que on ne prend pas encore la mesure du changement de paradigme qui est opéré ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Pardon. J'ai pas beaucoup dormi, hein, ça va probablement paraître durant le web journal. Donc, qu'est-ce que c'est l'État profond? Qu'est-ce que c'est le démantèlement de l'État profond? La CIA, USAID, c'est essentiellement ça, l'État profond américain. Hein, c'est-à-dire, la CIA, cette organisation qui a métastasé, je l'ai expliqué dans plusieurs web journaux, et qui a fini par prendre contrôle de l'exécutif. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sous la supervision du Congrès, de la branche législative, exécutive du gouvernement américain, la CIA est devenue comme très, très, très clandestine et a commencé à avoir des opérations secrètes, des opérations clandestines, du financement clandestin et a commencé à épier aussi la branche exécutive et a été utilisée comme un outil de contrôle du gouvernement américain. C'est la raison pour laquelle JFK voulait se débarrasser de la CIA, la briser en mille morceaux. Ça a été fait par Trump. C'est en train de se faire par Trump. On va voir ça. C'est le thème principal du web journal aujourd'hui. Et j'avais annoncé ça. En fait, allons-y tout de suite, là, tant qu'à y être. Là, on reviendra sur USA et Gaza et tout ça tout à l'heure. Mais j'avais annoncé ça dans un web journal en novembre 2020, c'est-à-dire juste après l'élection, alors que Trump s'était fait voler l'élection et on était en train de mettre en place un système de continuité de gouvernement, il y avait nommé bizarrement un nouveau chef, un nouveau ministre de la Défense en la personne de Chris Miller. Et Chris Miller avait dit à l'époque, il a dit « Trump's acting defense chief elevates US Special Forces ». Alors ce qu'il avait fait, c'est que ça avait été annoncé aussi par Ezra Cohen-Watnick, hein, que Q a mentionné à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les opérations spéciales étaient réparties un petit peu partout dans toutes les branches de l'armée, c'est-à-dire l'armée avait des opérations spéciales, la CIA utilisait des opérations spéciales, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé à la CIA la possibilité d'utiliser les forces spéciales américaines et ont créé un commandement séparé pour les forces spéciales. Hein. Aux États-Unis, il y a 6 commandements géographiques, puis il y a 4 commandements dans la structure de continuité de gouvernement, la chain of command, la chaîne de commandement. Il y a 6 commandements géographiques, NORTHCOM, SOUTHCOM, AFRICOM, CENTCOM, EUROCOM et Pacific Command. Et il y a aussi, là, c'est ce qui a été fait justement, c'est que Chris Miller a regroupé les forces spéciales, il les a pris partout, puis il a créé un commandement séparé pour les forces spéciales, probablement pour le programme de continuité de gouvernement. Et ici, vous voyez, donc, US Special Forces Command, c'est devenu un commandement à part entière. Et c'est ça, l'idée, c'est qu'il avait mis un terme à la possibilité pour la CIA d'utiliser les forces spéciales dans ses opérations. Donc, il avait littéralement dégriffé la CIA. Il y avait plusieurs mesures comme ça qui étaient mises à l'avant. Et j'avais fait un web journal qui expliquait la CIA démantelée, les opérations clandestines passent sous le contrôle du Pentagone, etc., etc. Et à ce moment-là, Richard Martineau avait fait un message sur Facebook, le journaliste québécois Richard Martineau, en se moquant de moi, puis j'avais appelé ça la CIA démantelée. Là, il disait Cossette encore dans sa paranoïa de CIA démantelée, etc. Mais on est habitué à Radio-Québec à prendre les coups un petit peu à l'avance comme ça et puis finalement avoir raison. Je vous montre ce que je disais à l'époque parce que ce que Trump est en train de faire présentement avec le démantèlement, les départs à la retraite,
Le départ à la retraite anticipée, c'est le démantèlement effectif de la CIA. C'est ça ici. Hein. La CIA propose des plans de départ volontaire à l'ensemble, l'ensemble de son personnel. La CIA propose un plan de départ à la retraite à l'ensemble de son personnel. Je rigole parce que je me regarde, avec la nouvelle lumière, là, j'ai l'impression d'avoir l'air de Darth Sidious un peu, là, ou de Klaus Schwab dans mes meilleurs... Klaus Schwab quand il se lève le matin, mais et ça va me distraire, ça, parce que j'ai un changement de lumière. Mais en tout cas, États-Unis sous pression, la CIA sur le point de proposer un plan de départ volontaire à ses employés, à l'ensemble. C'est-à-dire, il met la clé sous la porte de la CIA. C'est-à-dire, par exemple, il y a 60% des employés de la CIA qui prennent le plan, ils vont en rester 40, puis eux autres, ils vont les remettre peut-être dans d'autres endroits, etc. Et ça avait été annoncé. Donc, c'est la fin de la CIA, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de 80 ans d'hégémonie américaine, c'est ce que j'aurais dû dire en ouverture, c'est-à-dire que Trump met un terme avec USAID, avec les coupures dans USAID, on va voir c'est quoi USAID un petit peu plus tard, et les coupures dans la CIA. Trump met un terme à l'Empire américain, 80 ans de l'Empire américain, de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, à 2025. 80 ans d'empire américain vient de prendre terme cette semaine, hein, parce que l'USAID, c'est toutes les politiques expansionnistes américains, impérialistes de contrôle mondial qui sont coupées, la CIA et USAID, et on se concentre sur le territoire américain. Et il s'est passé quelque chose de similaire mais c'est ça, avec la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire, hein, c'était la fin de l'expansionnisme russe, l'expansionnisme de l'Union soviétique, la fin du pacte de Varsovie, etc. Et la Russie s'est concentrée sur son pays. Hein, c'est la fin hein, comment je pourrais dire, ça a été la fin de la guerre froide, mais la fin de l'expansionnisme russe, soviète. Et là, c'est la même chose qui se passe du côté américain, mais quelque chose comme 35 ans plus tard. Hein. Donc, la CIA, c'est ça qui... et c'est pour ça que je dis que c'est historique, c'est une signification... mondialement, ça a des répercussions incroyables, et les gens ne prennent pas la mesure de ça. Et pensez seulement aux réactions de Xi et de Poutine. Qu'est-ce que ça annonce au niveau de la paix? Trump qui dit qu'il veut démanteler l'OTAN, qui littéralement coupe la CIA. Pensez-y, qui coupe la CIA et qui coupe USAID. USAID, c'était le programme civil de domination américaine des institutions partout dans le monde, de l'extension de l'influence américaine en Ukraine, partout. Là, les ONG qui font le travail de la CIA ici, le National Endowment for Democracy, c'était financé à travers USAID. Donc, c'est un fonds aussi de blanchiment d'argent pour les opérations de la CIA, etc. Trump coupe là-dedans. Et donc, ça envoie... Il y a des gens qui ne prennent pas la mesure. Je veux dire, on commente sur les réseaux sociaux, mais les gens ne prennent pas la mesure de ce que ça envoie comme message à tous les autres pays. C'est pas que on coupe... le spin des médias, c'est on est des salopards, on coupe... la nourriture aux enfants pauvres. C'est pas ça. Et d'ailleurs, Marco Rubio a annoncé que ça n'affecterait pas la nourriture, les médicaments, etc. Mais c'est pour tous les autres projets. Ils coupent ça, ils vont couper comme 95% du financement de USAID, parce que 95% du financement de USAID, c'était pour des projets non humanitaires. Là, étudier les taches de couleur sur les tortues au Ghana, c'est vraiment ça. Et... mais c'est ça, ça envoie un message partout dans le monde et ça va, encore une fois, ça renforce ce qu'on explique depuis longtemps à Radio-Québec, c'est qu'on se dirige vers la paix. Si on était dans une logique de guerre, dans une logique de Troisième Guerre mondiale, jamais un président américain ne couperait les outils de la domination américaine et de la projection du pouvoir américain. Jamais tu ferais ça dans un contexte de Troisième Guerre mondiale ou d'escalade des tensions. On voit bien que ce que Trump fait ici, c'est qu'il réalise son rôle de pacificateur. Mais les gens passent à côté de ça, ils disent USA, ils coupent la nourriture, c'est du speed médiatique. Puisque c'est justement, c'est le coup le plus dur jamais porté aux mondialistes, là, présentement. Là. Et donc, USAID qui finançait le Forum économique mondial, qui finance le Atlantic Council, etc. Klaus Schwab, c'est financé par le USAID. Et donc, démantèlement de l'État profond, chose promise, chose faite. Je saute un petit peu du coq à l'âne, vous voyez un peu mon état d'esprit. Donc, CIA, le grand ménage de Donald Trump pour réformer le service secret américain, etc., etc. Et donc, il avait commencé le travail en 2020, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec le fait de retirer les opérations spéciales à la CIA. La CIA ne pouvait
plus rien faire. Sans opération spéciale, la CIA, ça devient juste ce genre, ah, j'ai une source à tel endroit, puis tu peux plus opérer comme elle opérait. Là. Elle a été totalement dégriffée. Et voilà, voici ce que j'en disais à l'époque, c'est-à-dire il y a 4 ans et demi. Il y a 4 ans et demi, on annonçait ça. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, une édition surprise. En ce mercredi 18 novembre 2020, on va parler d'événements surprenants qui se sont produits aujourd'hui au sein de l'administration Trump. En fait, avec le nouveau chef du Pentagone, le nouveau secrétaire à la Défense américain, on est en train d'assister au démantèlement progressif de la CIA, c'est-à-dire de l'État profond américain. Il y a des trucs qui se sont passés aujourd'hui, annoncé notamment que les opérations clandestines allaient passer sous le contrôle du Pentagone, allaient être retirées à la CIA et passer sous le contrôle du Pentagone. Donc, on est en train de démanteler la CIA pièce par pièce. Ça s'ajoute à la critique qui a été faite par Sidney Powell avant-hier, dimanche en fait. J'en avais parlé lors du dernier Web Journal. Elle disait que la CIA était et que Gina Haspel était au courant du coup d'État contre le président Trump avec les machines Dominion, etc. On va voir ça aujourd'hui. Alors, ces deux événements-là nous montrent la volonté de l'administration Trump de réaliser le rêve de JFK s'agissant de fracasser la CIA en 1000 morceaux. I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the wind. Parce que JFK... Pourquoi JFK voulait détruire la CIA? Parce qu'il comprenait le problème que posait la CIA maintenant, qui opérait à l'extérieur de toute supervision du président des États-Unis, du Congrès, etc. Et donc, ça faisait partie du plan de l'administration Trump depuis longtemps. Ça avait été entamé en 2020. Et Q nous en avait d'ailleurs parlé ici. CIA Closing Act Dismantled. Impossible to clean. Operations No Such Agency. Donc, la CIA est trop corrompue. Elle est impossible à réformer. Et les opérations vont être progressivement transférées à la NSA, nous disait ce post de Q du 9 novembre 2017. Oui. Donc, on est en train de voir ça aujourd'hui. On sait aussi le rôle de la CIA dans l'assassinat de JFK. Les documents ont été déclassifiés lors de l'ordre exécutif sur la déclassification des documents relatifs à l'assassinat de JFK. Ils ont 45 jours. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Là. Ils ont 45 jours pour mettre un rapport au président et puis opérer à la déclassification. Donc, c'est pas un truc immédiat. Il y a comme un comité qui doit comme et donc, mais ça va aussi dans le sens de ce que RFK disait, ça va dans le sens de qui critique les agences de renseignement, ça va dans le sens de ce que Mike Flynn aussi disait, qu'il critiquait les agences de renseignement. Et cette infiltration de la CIA, c'est à travers la CIA que beaucoup des transformations aux États-Unis ont eu lieu, notamment la contre-culture dans les années 60-70 a été massivement inspiré par la CIA, l'utilisation du LSD comme outil de contrôle social, de modification des comportements. Il y a plusieurs documentaires là-dessus. Et aussi, ça fait référence au... Il leur enlève aussi un certain pouvoir, c'est-à-dire... il enlève aux sociétés secrètes qui se cachent derrière la CIA, qui se cachent derrière, qui sont en coulisses de l'administration, du gouvernement des États-Unis. Il leur enlève ce pouvoir-là. Ça avait été dénoncé par JFK lors de son discours à la Galerie de la Presse. Rappelez-vous, je l'ai fait jouer abondamment, ce discours-là, jusqu'à temps que les gens me disent « Arrête, Alexis, on n'en peut plus ». The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, secret oaths and secret proceedings, etc. Donc, on comprenait qu'il avait compris on comprend qu'il avait compris le rôle des sociétés secrètes dans l'administration du gouvernement américain. Et ça a été retweeté, ce discours-là a été, j'en ai parlé plein de fois, il a été retweeté fin janvier par Mike Flynn, en intégralité en vidéo. Il a été cité par RFK la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. JFK warned the very word secrecy is repugnant to the free and open society, etc. On parle de la CIA, les deux parlent des agences de renseignement. Parce qu'il y a une partie de la CIA qui est contrôlée par, notamment ici, les Skulls and Bones. Cette société secrète basée à l'université Yale, c'est à Yale qu'ils recrutent et qui produit,
qui garde en son sein la crème de l'establishment américain. Hein, c'est-à-dire, on retrouve dans cette société secrète-là, qui est connue, les Skulls and Bones, c'est connu. On retrouve dans cette société secrète-là des juges, des journalistes, des athlètes, beaucoup d'agents de la CIA, des politiciens, etc. Vous comprenez, c'est une sorte de confrérie de pouvoir. Et ces gens-là ont le contrôle, sont capables d'influencer la politique américaine. À titre d'exemple, en 2004, les deux candidats à la présidence, George Bush et John Kerry, étaient membres des Skulls and Bones. Les deux étaient ce qu'on appelle des Bonesmen. Et pour comprendre un peu ce que... là, c'est parce que je veux qu'on voit ce qui est attaqué par Trump aussi. C'est pas juste, c'est des départs à la retraite, et puis... non, il y a un événement mondial où est-ce qu'on sonne la fin de l'impérialisme américain, et aussi on démantèle le pouvoir des sociétés secrètes. Donc c'est un truc il y a deux volets à cette politique-là. Dans le film The Good Shepherd, un film produit par Robert De Niro avec Angelina Jolie et Matt Damon, je vous le conseille fortement. On parle justement de l'influence des Skulls and Bones sur la CIA. C'est un film semi-fiction, semi-biographique sur les fondateurs de la CIA. Et il y a une scène dans le film que j'ai été capable de trouver sur YouTube où on montre justement l'initiation aux Skulls and Bones. Alors je vous montre cette scène-là du Good Shepherd, où Matt Damon, qui est un des fondateurs de la CIA, est initié aux Skulls and Bones. Skull and Bones. Accept or reject? Accept. Donc là, il vient d'accepter de participer, de devenir membre des Skulls and Bones. On l'habille en femme. C'est encore une fois des trucs de transgenrisme, d'humiliation, etc. On va le faire se battre dans la boue, on va lui pisser dessus, puis après ça, il y a une cérémonie maçonnique et il va sortir de là perturbé. Years, Skull and Bones members have included a president, vice presidents, Supreme Court justices, congressmen and senators. Donc, ont été membres des Skulls and Bones, des présidents, des juges de la Cour suprême, etc. Vous voyez un peu l'ampleur du pouvoir de cette société secrète-là. Captains of science and industry, the very best of America. Donc voilà, ces gens-là ont défini, contrôlé la politique étrangère, la politique intérieure et étrangère américaine pendant longtemps et perdent le pouvoir avec cette annonce-là, Trump qui démantèle la CIA. Donc, il y a un film qui a été produit là-dessus. Il y a d'autres éléments, c'est-à-dire que, encore une fois, ils vont dire Radio-Québec conspirationniste, mais c'était bien connu ici. Dans une entrevue en 2004 avec Tim Russert à Meet the Press, l'émission américaine Meet the Press, Tim Russert, le journaliste Tim Russert, pose la question à George Bush. Il dit, alors si quiconque est élu pour l'élection de 2004, la présidentielle de 2004, que ce soit vous ou John Kerry, on obtient un membre des Skulls and Bones, c'est ça? Donc il disait qu'il y avait comme essentiellement pas de choix. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the Vous rest. étiez tous les deux dans les Skulls and Bones. Hein? Ça, c'est à la télévision américaine, c'est bien connu. Et encore une fois, je vais montrer le clip que j'ai montré à plusieurs reprises de Newt Gingrich, l'ancien Speaker of the House, l'ancien, comme on pourrait dire, président ou premier ministre du Congrès américain sous Bill Clinton. On l'a interviewé quand Trump est arrivé en politique en 2015 et au début 2016. Et l'animateur de Fox News lui demandait pourquoi tout le monde déteste Trump, pourquoi il y a une réaction aussi forte à Trump. Ben, il dit c'est parce que c'est un outsider, c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Il n'a subi aucune des initiations, comme vous avez vu. Il ne fait partie d'aucune société secrète. Il est complètement incontrôlable. Oh. On va y arriver.
And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate to him. Ils ne savent pas comment le prendre. Il n'a suivi, il n'a participé à aucun rite d'initiation, ne fait partie d'aucune des sociétés secrètes, etc. Et voilà. Donc ça, ce sont d'excellentes nouvelles. Ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus large sur les agences de renseignement. Hein. Les gens doutaient avant l'élection de Trump, les gens doutaient qu'il allait s'attaquer à l'État profond. Beaucoup des personnes de notre camp disaient « Trump fait partie de l'État profond, tu comprends pas, Alexis, etc. » Et finalement, tu regardes qu'est-ce qu'il fait. Il démantèle la CIA, il démantèle l'USAID et il nomme Tulsi Gabbard à la tête du renseignement américain, le Director of National Intelligence, qui supervise toutes les agences. Et regardez la critique qu'elle fait des agences de renseignement américaines. On s'en va vers une refonte complète du renseignement américain, de l'influence américaine, de la géopolitique, seulement avec ce qu'elle annonce, là. Et ça, encore une fois, ça envoie des messages aux Chinois, aux Russes, qui vont dans le sens de « on va réformer nos trucs, on va arrêter des salopards partout dans le monde et on se dirige vers la paix ». Ça a été traduit par Aline de Quantum Leap Traduction. On la remercie beaucoup, beaucoup. Du fond du cœur. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Comme ça. Je suis honorée et reconnaissante au président Trump pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant à la direction du renseignement national à un moment où la confiance dans la communauté du renseignement est malheureusement au plus bas. Chuck Schumer l'a admis il y a quelques années. Pendant trop longtemps, une intelligence militarisée défaillante et inadéquate ont conduit à des échecs coûteux et à la mise en péril de notre sécurité nationale et des libertés consacrées par la Constitution. Le peuple américain a élu Donald Trump comme président, non pas une fois, mais 2 fois. Et pourtant, le FBI et les agences du renseignement ont été politisés par ses opposants pour saper sa présidence et le dépeindre à tort comme une marionnette de Poutine. Le premier article de la FISA a été utilisé illégalement pour obtenir un mandat d'espionnage de Carter Page, conseiller de la campagne Trump, en utilisant comme soi-disant preuve un faux dossier financé par la campagne de Clinton. Tony Blinken, conseiller de la campagne de Biden, est à l'origine de la lettre de 51 hauts responsables des services de renseignement qui ont qualifié l'ordinateur portable de Hunter Biden de désinformation destinée à aider Biden à remporter l'élection. L'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, a menti à cette commission en 2013 en niant l'existence de programmes qui facilitaient. Elle énumère les crimes, là. Elle énumère les crimes des agences de renseignement. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est nommé au directorat de l'intelligence nationale et qui énumère les crimes des agences qu'elle va superviser? La collecte massive de millions d'enregistrements téléphoniques et Internet d'Américains, mais il n'a jamais été tenu pour responsable. Sous la direction de John Brennan, la CIA a abusé de son pouvoir d'espionner le Congrès, d'esquiver les contrôles, de mentir sur ses agissements jusqu'à ce qu'il soit pris, mais n'a jamais été tenu pour responsable. Personnellement, 24 heures à peine après avoir critiqué Kamala Harris et sa nomination, j'ai été placé sur une liste secrète de surveillance du terrorisme intérieur appelée Quiet Skies. Il y a malheureusement d'autres exemples. L'essentiel est là. Cela doit cesser. La réélection du président Trump est un mandat clair du peuple américain pour rompre ce cycle d'échecs, mettre fin à la militarisation et à la politisation de la communauté du renseignement et commencer à restaurer la confiance dans ceux qui ont été chargés de la tâche cruciale de sécuriser notre nation. Si mon mandat est confirmé, je me réjouis de travailler avec vous pour résoudre ces problèmes. Merci Aline de Quantum Leap Traduction. Et donc, c'est ça, imaginez l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Hein, c'est un changement tectonique. Ça s'ajoute aussi à la nomination de Kash Patel et à d'autres personnes comme ça au FBI, des personnes, Kash Patel qui est comme on pourrait dire, le spécialiste de cette histoire de collusion avec la Russie, qui a, lors de son témoignage, on en a parlé dans un autre web-journal, expliqué comment la même chose, c'est-à-dire comment les agences de renseignement, le FBI, le département de la justice, avaient été militarisés, politisés contre les adversaires à l'intérieur à l'intérieur du spectre politique américain, exactement comme dans les pays du tiers-monde, hein, quand le dictateur utilise sa police pour faire taire des opposants, leur colle des faux procès, etc. C'est ce qui a été dénoncé. Maintenant, USAID, ça c'est l'autre volet de la politique expansionniste américaine, de l'impérialisme américain. Il y a d'un côté, il y a l'OTAN,
Ça, c'est le volet plus militaire. Hein? Après ça, il y a la CIA. Ça, c'est le volet, ben, c'est ça, clandestin, les opérations spéciales, le renseignement, etc. Puis il y a le volet civil qui est USAID. Et USAID, c'est un espèce on pourrait presque dire une pyramide, là. C'est les trois volets ensemble qui collaborent pour le contrôle de l'espace international. Donc, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés de façon tout à fait inadéquate. On pense que c'est des médicaments, de la nourriture, etc. Ça représente peut-être juste 5% de USAID. Le reste, ça s'en va à des firmes d'avocats comme Deloitte. Hein? Il y a toutes sortes de choses comme ça. On a financé le Forum économique mondial ici. World Economic Forum à raison de 52 millions, puis un autre près de 16 millions. Là, on finance le Atlantic Council. Hein, ça, c'est le think tank, les think tanks mondialistes avec 7 anciens directeurs de la CIA sur le conseil d'administration. Et donc, tout ce petit monde, par exemple, tout ce petit monde-là, c'est-à-dire l'OTAN, la CIA, USAID, fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que l'OTAN ne peut pas financer des organisations de la société civile. La CIA ne peut pas financer les organisations de la société civile, mais USAID peut le faire. Et donc, c'est comme une espèce de triumvirat de l'enfer, où est-ce que tu as le côté militaire, le côté du renseignement, puis le côté civil. Tu sais, par exemple, là, on finance des ONG, on finance des think tanks, on finance des médias. Il y a des milliers et des milliers, je pense qu'il y a 6000 journalistes qui ont été financés directement par USAID à travers le monde, 700 organismes médiatiques, 6200 journalistes, 707 médias et des ONG un petit peu partout dans le monde. On nous dit, évidemment, là, tout le monde pleure en disant « on est en train de couper les médicaments, gel de l'aide américaine vers une catastrophe mondiale, etc. » Et finalement, c'est parce que c'est juste, ils vont jamais vous dire c'est quoi, parce que c'est finalement le petit secret de l'État profond. Mais ici, le Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a dit « US shutdown on foreign aid is hitting worldwide. Rubio adds more exemption. » Donc, on coupe partout, mais il y a des exemptions, c'est-à-dire la nourriture, les médicaments, les tentes, les abris, etc. Donc, ce que c'est censé être initialement. Par exemple, USAID a donné des millions de dollars pour la cimenterie à Gaza, utilisée par le Hamas pour notamment construire les tunnels. Voilà. Donc, même chose aussi avec, vous voyez ici, la BBC, notre déclaration sur la fin de USAID. USAID ici, ça c'est J'ai perdu mon micro, hein. J'utilisais ça ici, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, je m'excuse pour le son cacane. Donc, USAID ici, on nous dit USAID, c'est la même chose que la CIA. C'est-à-dire que USAID a demandé à tout son personnel de se placer en congé administratif. Ils ont fermé les bureaux partout. Là, les démocrates essaient de rentrer dans les bureaux d'USAID et ça ne fonctionne pas. Il y a des gardiens à la porte et puis... parce que c'est ça, c'est le petit secret de l'État profond. Ils ont aussi notamment financé, où est-ce que je l'ai ici, la recherche sur le coronavirus, ici. Hein? Est-ce que vous saviez que USAID a utilisé vos dollars de taxes pour financer la recherche sur les armes biologiques, incluant le COVID-19, qui a tué des millions de personnes? 53 millions ont été accordés à EcoHealth Alliance par USAID. Donc, c'est ça. C'est pas juste ça. Quand vous regardez les programmes, ça n'a absolument aucun sens. Ce sont des... Là, je ne veux pas passer à travers la liste là, des programmes. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de programmes dans le genre, c'est des dizaines de millions de dollars pour permettre aux femmes, genre, en Mauritanie, de pouvoir devenir mécaniciennes, ou genre étudier les tâches, comme je le disais, les modifications de tâches sur les tortues au Ghana, ou, par exemple, je sais pas, comme aux Philippines, là, genre le développement d'ateliers où est-ce qu'on fait de l'artisanat, etc. Alors qu'on nous coupe, les gens meurent dans la rue, il y a des personnes dans nos pays, là, on nous saigne avec les taxes, dans nos pays, on n'est pas capable de joindre les deux bouts. Et l'argent part à coût de dizaines, de centaines de millions pour des programmes qu'on ne peut même pas vérifier. Regardez ça ici, entre autres. C'est des milliards de dollars ici.
On finance l'éducation en Jordanie. Education for Jordanie Prosperity. Education for Jordanie, c'est 100 millions de dollars qui est parti pour l'éducation et la prospérité en Jordanie. Aucun compte-rendu, aucun suivi. Support for Inclusive Education in Jordan through the Accelerating Access Initiative. Un programme d'aide à l'éducation inclusive en Jordanie. Imaginez si ça... Pensez-vous réellement qu'il y a de l'éducation inclusive en Jordanie? En tout cas, c'est comme... et c'est des centaines de millions de dollars, c'est 50 millions de dollars. Faire avancer la qualité de l'éducation. And schools-related sexual reproductive health rise. Gouvernement du Mozambique. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Il y a certaines des formulations qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Support Senegal National Education Program. C'est-à-dire, c'est 50 millions de dollars pour le programme d'éducation au Sénégal, etc. Et alors que tous les pays sont endettés, le Canada, tous les pays qui participent à ce financement international-là, c'est la même chose au Canada, là. On est endetté par-dessus la tête. Comment on peut trouver... On n'est même pas capable de s'occuper de nos gens ici. Il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des crises sociales, du suicide, etc. On n'est pas capable de s'occuper de nos problèmes et on va financer à coût de dizaines de millions de dollars les programmes ailleurs, dans d'autres pays du monde. Ici, projet d'aide internationale financé par Affaires mondiales Canada. Le site a été fermé. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès au programme d'Affaires mondiales Canada. Sauf qu'il y a des personnes qui ont été cherchées dans Wayback Machine. C'est là qu'on trouve, encore une fois, des centaines de trucs dans le genre... comme 50 millions de dollars pour préserver les lézards à queue longue, je sais pas, comme du sud de l'Algérie, ou genre, Gender Inclusive Economy, Community Approach to Gender Equitable Education, genre, à Madagascar, l'équité de genre au Madagascar, etc., etc. Ici, Gender Responsive Systems Approach to Universal Healthcare in the Philippines. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous capable d'avoir un sens à ça? Trouver un sens à ça ici, celle d'en bas. A Gender Responsive Systems Approach to Universal Healthcare in the Philippines. Une approche genrée à la santé universelle aux Philippines. Gender Responsive, je ne sais même pas si je suis capable de traduire ça. Ça n'a tellement aucun sens que c'est même difficile à traduire. Je vais pas me lancer, mais donc, puis là, c'est même pas les pires, j'ai même pas effleuré les pires, je vous donne juste une idée de ce à quoi ça ressemble, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle en anglais des slush funds, c'est du blanchiment d'argent, on sait pas où l'argent va. Tu donnes de l'argent pour le Gender Responsive Healthcare in the Philippines, là. Ça arrive dans un compte en banque, là. Comment c'est distribué? Est-ce qu'il y a des rétro-commissions? Vous savez comment ça fonctionne. Il y a plein de trucs, les Panama Papers, tout ce qui a été révélé sur la façon dont les politiciens touchent des rétro-commissions, etc. Et ici, ça avait été aussi ça annoncé par Q. US taxpayers are paying for it all. Des organisations, ce sont des organisations, des entreprises de blanchiment d'argent. L'accord de Paris, ça siphonne des revenus pour les fonds verts, puis après ça, c'est distribué de façon... des centaines de millions disparaissent dans des espèces de fonds verts. Et puis là, on ne sait pas comment c'est redistribué. Même chose avec l'accord avec l'Iran. Rappelez-vous, l'accord avec l'Iran, Barack Obama avait envoyé 4 milliards de dollars, je pense, en cash. C'était des palettes, là. C'était chargé sur des avions, des palettes de cash qui étaient envoyées à l'Iran pour cet accord-là. Et pourquoi du cash? Comprenez-vous pourquoi du cash? Et quand Trump avait, en 2018, quand Trump avait résilié l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, il y a un des sous-ministres iraniens, j'avais montré, il faut retourner sur mon web journal de 2018, un des sous-ministres iraniens sur Twitter qui avait dit si vous continuez comme ça, on va révéler les noms de tous les politiciens européens qui ont touché des commissions avec ce 4 milliards-là envoyé par palette. C'est-à-dire tu reçois du cash parce que le cash, c'est pas traçable. Fait que c'est ça, c'est des rétro-commissions, etc. Croix-Rouge, aide internationale, c'est des scams. Qui audite l'argent qui va là? Est-ce que l'argent est réellement audité? Qui reçoit l'argent, etc., etc. On nous saigne à blanc, on nous endette pour des programmes de... clandestins de blanchiment d'argent qui font avancer l'intérêt politique américain partout dans le monde. OTAN, CIA, USAID, c'est comme ça qu'on finance des organisations pour, par exemple, la démocratie en Ukraine, pour financer, pour éventuellement
faire tomber un gouvernement, faire des révolutions colorées, etc., ça passe par USAID, ça passe aussi par des organisations comme la National Endowment for Democracy, etc., etc. J'en avais parlé à plusieurs reprises. La National Endowment for Democracy qui... c'était dans le Washington Post, c'est Alan Weinstein, disait, je suis un ancien directeur de la CIA, qui disait, avant on faisait des coups d'État avec la CIA, mais maintenant on ne fait plus des coups d'État, c'est beaucoup trop évident et ça passe plus. On utilise maintenant des organisations comme la National Endowment for Democracy pour renverser les gouvernements, faire des politiques de changement de régime. Donc ça avait été admis, j'avais montré la coupure dans un web journal. Et donc... C'est ça. Ça, jointe à la CIA, à la coupure de la CIA, c'est le sens à donner à ça. Encore une fois, j'aurais dû avoir plus de ces exemples de programmes. Il y en a qui sont absolument... on s'arrache les cheveux. Mais tout ça va dans le sens de ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire la fin d'une époque. On est en train d'entrer, c'est-à-dire que... Il y a eu la guerre froide et ça s'est arrêté pour l'URSS avec la chute du mur de Berlin. Ça a été la fin de l'Empire soviétique. Il y a eu la fragmentation du pacte des pays de Varsovie. La Russie est devenue un pays comme en elle-même, sans projet expansionniste. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est le pendant de ça, côté américain, 35 ans plus tard. C'est la fin de l'impérialisme américain. On coupe les outils de l'expansionnisme, du mondialisme et de l'impérialisme américain. Et ça va dans le sens de America First. Et pour ça, évidemment, il faut aussi qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. J'ai expliqué en long et en large comment America First, pour qu'il y ait une politique de ramener les boys, ramener les troupes à la maison, il faut que les foyers de tension aient été éteints partout dans le monde, comme en Corée. Donc, il a été serré la main à Kim Jong-un, comme... un peu partout, et c'est ce qui est en train de se produire. Et un des derniers points d'achoppement, c'est Gaza. Il est allé avec une déclaration qui a fait sursauter les gens. Il a dit nous allons prendre contrôle de Gaza et nous allons le développer et nous en occuper. Et là, les gens disent on va sortir, il a dit on va sortir les Palestiniens, on va leur construire des belles maisons. J'ai les clips, je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est celui-là? To follow up on what you were saying about the Gazans leaving Gaza, going to other countries, one, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision a world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. But, Donc, il dit oui, des Palestiniens vont, quand les gens vont pouvoir retourner, oui, des Palestiniens vont pouvoir vivre là. Et là, les gens crient toutes sortes de choses. Il faut comprendre, en fait, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer là aujourd'hui. Ce que Trump a l'intention de faire avec Gaza, c'est essentiellement un équivalent de ce que vous voyez c'est la zone verte à Bagdad, là, c'est-à-dire, là, présentement, c'est pas un endroit vivable, Gaza. Il y a même le forum, l'Organisation mondiale de la santé qui parle de dangers potentiels de maladies plus graves que les frappes aériennes elles-mêmes. Hein? C'est sur CNN, genre je l'avais à quelque part. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est pas salubre et que les questions sanitaires sont très, très, très préoccupantes. Et s'il n'y a pas juste ça, il y a toute la question aussi militaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de buts qui n'ont pas explosé. C'est pas un endroit vivable. Et il y a aussi toute la question après de même si donc il faut, sortir les gens, tout nettoyer, tout reconstruire. Et après, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe si on remet les mêmes personnes à Gaza? Puis là, c'est là que c'est controversé. Il dit, oui, des Palestiniens vont pouvoir revenir, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Mais est-ce que c'est une bonne idée de remettre les supporters du Hamas à Gaza? Et là, c'est ça qu'il faut analyser en profondeur et sortir encore une fois de l'émotif, de l'émotionnel. Donc,
présentement, les supporters du Hamas, on va y aller de façon, encore une fois, structurée et rationnelle. Les supporters du Hamas ont perdu la guerre. Okay? C'est-à-dire Gaza est complètement détruit. Alors, ils peuvent continuer à se battre, mais ça va juste aller dans un sens, vers plus de destruction et plus de morts, surtout de leur côté. Et ça peut continuer encore 6 mois avec destruction et la mort, ou bien ils peuvent accepter une paix. Donc, cela étant dit, les Gazaouis n'ont aucun moyen de reconstruire Gaza. Gaza vit de l'aide internationale et donc ils n'ont aucun moyen de reconstruire Gaza. Ça, c'est 2. Gaza vit de l'aide internationale et c'est ça, depuis des années, Gaza vit de l'aide internationale et à chaque fois qu'on envoie de l'aide internationale à Gaza, il se passe toujours la même chose. Elle est utilisée elle est militarisée par la Hamas dans une production d'armes utilisées contre Israël. Et donc, ce que Trump dit finalement, c'est si on sort les gens, on reconstruit Gaza. Si on sort les gens, on reconstruit Gaza, puis après ça, on remet les mêmes supporters du Hamas à Gaza, il va se passer exactement la même chose qu'au cours du siècle dernier. Ils vont recommencer à faire faire flèche de tout bois. À chaque fois qu'on envoie de l'aide humanitaire, etc., ça va être transformé en missiles, etc. Ils vont creuser des tunnels. À chaque fois, toute l'aide va être détournée et le cycle d'attaque va recommencer et on retombe dans le même cycle. Hein? Ça, c'est le mythe de Sisyphe, ceux qui connaissent. Le mythe de Sisyphe, c'est toujours recommencer, recommencer dans les mêmes patterns, c'est-à-dire, et c'est ce qu'il dit dans d'autres clips, il dit si on retourne les gens du Hamas à Gaza, ils vont recommencer. On sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ne connaissent que ils ne connaissent que la guerre et la destruction et sont prêts à donner jusque la dernière goutte de leur sang, leurs enfants, pour combattre Israël. Et si on change pas la dynamique, si on fait juste ramener les mêmes personnes sur place, le même modèle de comportement va recommencer. Alors, ce que Trump dit, c'est on va les sortir de Gaza pendant qu'on construit et on va leur construire comme quelque chose de très beau. Par exemple, en Égypte ou en Jordanie, par exemple, imaginez des nouveaux villages, des nouvelles villes avec des belles rues, un système d'égouts, de l'eau potable, des piscines, des écoles, des mosquées, des théâtres, des salles de cinéma. Et Trump dit que ça serait financé par la Jordanie et par l'Égypte. Et à partir du moment où est-ce que tu prends une population, là, présentement, ils vivent, là, c'est un égout à ciel ouvert, Gaza. Même avant, c'était un égout à ciel ouvert. Ils vivaient 10 dans des petits appartements. C'était Et là, on leur donnerait, genre, pour chaque famille, une belle maison. Il dit, c'est ce qu'il dit, il dit, on va construire quelque chose de tellement beau pour eux qu'ils ne voudront peut-être pas retourner à Gaza. Si tu as quelque chose, si tu reçois comme un endroit où est-ce que tu es super à l'aise, où est-ce que tu peux élever tes enfants, où est-ce que tes enfants peuvent faire de la bicyclette dans la rue sans avoir peur de bombardement, vous pouvez aller à la mosquée sans avoir peur qu'il y ait une frappe israélienne, il y a du théâtre, des cinémas, des piscines, etc. Est-ce que tu vas réellement vouloir retourner à Gaza? Là, tu le fais pour les enfants aussi, hein, parce que présentement, eux, à Gaza, ne sont pas capables de se sortir de ce pattern-là. Donc, Trump dit, on va sortir du pattern et on va leur construire quelque chose de très beau à l'extérieur. Et oui, les Palestiniens pourront revenir à Gaza, vivre, etc. Mais il va probablement avoir une question aussi de vérification de sécurité. Mais ce qu'il veut construire à Gaza, c'est quelque chose de super beau, comme une espèce il parle de Arab Riviera, hein, comme la Côte d'Azur arabe, c'est-à-dire comme Dubaï, ou les Émirats arabes unis, il y a des super trucs là, qui se font dans des pays arabes super modernes, etc. Et, parce que lui, c'est un développeur immobilier, Trump. Hein, il se spécialise dans l'immobilier et il dit, on prend contrôle de la place, on nettoie tout, on enlève les bombes, etc. et on reconstruit quelque chose de fantastique. Et lui, il pense en termes de son nom, en termes de son... Là, il va avoir 80 ans, là. En termes de qu'est-ce qu'il va léguer à l'humanité? Eh bien, il va avoir apaisé le Moyen-Orient et fait de Gaza un endroit paradisiaque, quelque chose de superbe, etc. Il va avoir réglé la question. Mais le truc, c'est que tant que c'est ça, si on ne règle pas la question du Hamas à Gaza, c'est ridicule de sortir le Hamas nettoyé, puis après ça, de remettre le Hamas là, qui vont recommencer exactement ce qu'ils ont fait depuis le début.
Et de toute façon, comme on le dit en début de Web Journal, les supporters du Hamas ont perdu la guerre. Et quand tu tires des roquettes, quand tu déclares la guerre à un État nucléaire, quand tu livres la guerre, il y a des conséquences à ça. Ah, c'est ici, hein? In Gaza, disease would be even deadlier than airstrike. Hein, la maladie pourrait être encore plus mortelle que les frappes aériennes, nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Ça ici, c'est une carte de la Pologne. Les zones encerclées en noir, ça appartenait à l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est le territoire qu'ils ont perdu. L'Allemagne a perdu la Prusse orientale et une partie de son territoire, tout ce qui est à l'est de l'Oder, la rivière Oder. Ça a été donné à la Pologne en compensation. Et donc, quand on fait la guerre, quand tu lances des roquettes, quand tu joues au martyr et tu fais sauter tes enfants et tu attaques des soldats, il y a une forte probabilité que tu perdes du territoire. Même chose avec ici, l'Irlande du Nord, j'en ai déjà parlé. L'armée républicaine irlandaise a essayé de reprendre la totalité de l'Irlande et à l'Angleterre, qui était contrôlée par l'Angleterre. Ils ont libéré, on pourrait dire, 80% de l'Irlande. Et ils n'ont pas été capables de libérer l'Irlande du Nord et finalement, ils ont déposé les armes, etc. Et mais c'est ça, les Hamas, les supporters du Hamas ont toujours refusé la diplomatie de déposer les armes. Et donc, là, c'est à eux de prendre la décision. Est-ce qu'on continue à combattre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de nos enfants, etc., ou on prend le deal et on va s'installer dans des beaux nouveaux villages, etc. Et connaissant Trump, on pourrait bien imaginer que Gaza soit la Gaza reconstruite, soit l'hôte des Jeux olympiques. Palestine, les Jeux olympiques de la Palestine en 2038 ou quelque chose comme ça. Donc, Trump qui veut produire à Gaza quelque chose de fantastique, de paradisiaque, ça se fait de concertation avec tous les leaders de la région, le roi de Jordanie, le roi d'Arabie Saoudite, le général Al-Sisi, etc., etc. Okay. Et là, pensez, ceux qui sont encore en train de dire non, 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 etc., c'est quoi que vous proposez? Vous proposez la guerre éternelle? C'est ça que les gens proposent, les gens qui se débattent contre cette idée là, de ils sont chez eux, etc. Oui, ben c'est ça. Les Allemands aussi étaient chez eux, mais ils ont fait la guerre, puis ils ont perdu du territoire, etc., etc. Valait mieux pour les enfants, pour tout le monde, valait mieux négocier, déposer les armes, etc., que de s'entêter et livrer la guerre jusqu'à la fin des temps. Et si on ne fait pas quelque chose comme ce que le président Trump est en train de proposer maintenant, dans 20 ans, 30 ans, on va être encore à discuter de la nouvelle frappe israélienne et des nouveaux tirs de missiles sur Israël par le Hamas, etc. Ça ne finira jamais parce qu'ils sont engagés dans un comportement, ils ont un pattern de comportement qui est mortifère. C'est comme par exemple, vous êtes un parent, là, je donne un exemple, vous êtes un parent et votre fils ou votre fille se tient avec des amis, là, et graduellement, elle commence à prendre de la drogue et ça commence à mal aller, etc. Et puis là, tu l'amènes en vacances pour lui changer les idées, sortir de son groupe. Mais dès qu'elle revient, elle retourne à son groupe, puis là, ça empire, puis là, elle est rendue qu'elle prend de l'héroïne. Puis là, c'est comme, tu vois la pente glissante, elle s'en va, la prostitution, fugue. Qu'est-ce que tu fais comme parent? Tu la laisses revoir retourner aux mêmes personnes, reproduire les mêmes types de comportements. Mais c'est ça avec le Hamas. Ils ne sont pas capables de sortir du pattern de la destruction, de la rage, de la guerre, de faire sauter des enfants. Ils ne sont pas capables de sortir de ce pattern-là. Fait qu'éventuellement, ça prend un adulte dans la pièce qui les prend puis qui les sort de là. Ne serait-ce que pour protéger les enfants. Hein? Ne serait-ce que pour protéger les enfants. Si on laisse le Hamas à Gaza, c'est l'enfer pour les enfants palestiniens. Si on les place, on les relocalise dans des villages avec, et on leur donne des bicyclettes, des piscines, etc., c'est beaucoup mieux pour les enfants que de rester sous l'influence du Hamas. Hein? C'est un peu comme dans le film Le silence des agneaux. Quand quelqu'un est un danger pour lui-même et pour les autres autour, on l'attache, hein, et on le muselle et on l'enferme. Il y a un peu de ça là-dedans. C'est-à-dire que le Hamas n'est pas capable de sortir de son pattern de destruction, de livrer la guerre jusqu'à la dernière goutte de sang, de sacrifier tous. Ils vont sacrifier tous les enfants éventuellement. Il faut que tu dises, c'est assez, vous allez sortir de là et
entre-temps, on va construire quelque chose de magnifique et des Palestiniens pourront y vivre, ça sera une zone internationale, etc. Quand les Américains disent on va s'en occuper, we'll take over Gaza, mais finalement, c'est un peu comme les casques bleus, c'est-à-dire que c'est ni Israël, ni le Hamas qui va s'occuper de Gaza. Et on se rappellera qu'Israël occupait déjà Gaza au début des années 2000 et ils se sont retirés comme du Sinaï, comme du sud Liban, ils se sont retirés de partout, ils se sont retirés de Gaza et ils ont cédé le contrôle au Hamas. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été attaque sur attaque sur attaque. C'est devenu une forteresse avec des tunnels partout, financés par l'Occident. À chaque fois qu'on envoyait de l'aide, c'était utilisé pour mener des attaques contre Israël, etc. Et ils n'arrêteront jamais parce qu'ils ne connaissent que ça. Et donc, éventuellement, il faut changer changer le modèle, changer le pattern, etc. Et donc, ni le Hamas, ni Israël. Et là, Trump dit, on va s'en occuper, c'est-à-dire qu'il va probablement, en tant que négociateur en chef, solliciter les pays arabes pour du financement, pour développer des belles tours, des beaux appartements, des trucs, en faire quelque chose de vraiment comme Dubaï ou les Émirats arabes unis, quelque chose d'unique dans la région. Et ça ne veut pas dire que Trump, moi je vois ça comme la Green Zone, c'est-à-dire c'est comme une espèce de zone américaine à Bagdad. Éventuellement, après 10 ans, 15 ans, quand ça va bien, tu cèdes le territoire, tu le retournes à, je ne sais pas, ça serait quoi le statut, soit un statut international, un statut exclusif international, ou tu cèdes ça au nouvel État palestinien qui aurait été créé sous Mahmoud Abbas. Auquel Trump a donné son appui à de nombreuses reprises. On se rappelle que Trump a donné son appui à l'État palestinien à de nombreuses reprises. Et donc, on s'en va vers ça. OK? Donc, et je voudrais peut-être vous montrer la vidéo de Netanyahou qui semble avoir appris la nouvelle que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza en même temps que les journalistes. C'est-à-dire que, imaginez les Israéliens qui étaient contents, parce qu'il y a du gaz, etc., au large des côtes de Gaza. Les Israéliens qui ont perdu des centaines de soldats, qui ont perdu des tanks, qui ont saigné pour les opérations, finalement se font dire « Désolé, c'est nous qui allons prendre le contrôle. » Et là, Netanyahou l'apprend, selon sa gestuelle, apparemment pas mal en même temps que le reste des journalistes. To follow up on what you were saying. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we limited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring. Donc, il semble irrité. Et c'est ça. Ce que Trump veut faire, c'est sortir du pattern de violence qui a eu lieu là-bas au cours des presque 100 dernières années. Et changer le pattern, c'est ça. C'est quand tu as quelqu'un qui n'est pas capable de changer son comportement, là, bien tu changes les paramètres de son existence pour lui. C'est-à-dire, tu sors ta fille, non seulement tu sors ta fille, tu fais pas juste partir en voyage avec, puis après ça, tu reviens, puis elle retourne voir ses amis, puis elle commence à se shooter de l'héroïne. Tu la prends, puis tu déménages littéralement pour changer les patterns. Tu changes d'école, vous comprenez? C'est ça un peu l'idée derrière ça. C'est changer les paramètres de l'existence des Gazaouis pour qu'ils aient finalement envie d'élever leurs enfants au lieu de les sacrifier, puis qu'ils connaissent autre chose que la guerre. Ça ne peut pas se produire à Gaza avec le Hamas, etc. On ne peut pas juste nettoyer, assainir, sécuriser, reconstruire, puis après ça, remettre le Hamas sur place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, les belles tours à bureaux, là. Ben c'est ça, ils vont creuser des tunnels, ils vont lancer les missiles à partir de là. C'est juste pas possible. C'est le mythe de Sisyphe, c'est l'espèce d'éternel retour. Ça va recommencer. C'est ce que Trump essaie. Si tu veux régler le problème une fois pour toutes, parce que lui il est à son dernier mandat et il veut que ce soit son legs à l'humanité, la paix au Moyen-Orient, si tu veux régler une fois pour toutes, tu peux pas remettre le Hamas sur place. C'est tout. Et donc, mais tu fais pas ça genre... ça serait bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que les personnes déplacées vont dans quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils avaient. À Gaza, c'était 10 dans un appartement, de l'eau courante peut-être 2 heures par jour, de l'électricité 3 heures par jour, de l'insalubrité par des égouts à ciel ouvert. Et c'est pas un endroit... et là, ils sont déplacés, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc,
Voilà. Donc, c'est ça, il y a ça. Et puis, je pense que je vais terminer avec ça ici, finalement. C'est tombé sous mon attention ici un article de Youssef Indy sur, finalement, ben, je ne sais pas s'il a écrit quelque chose de similaire par le passé, mais qui dit finalement que Donald Trump, bien qu'il soit un sioniste, c'est-à-dire un ami apparent d'Israël, finalement, ne fait pas l'agenda des sionistes israéliens. Hein? Donc, il a retiré son appui aux alliés d'Israël dans le sud de la Syrie, autour du Golan. Il n'a pas attaqué l'Iran. Il a refusé d'attaquer la Syrie, etc., etc. Vous comprenez? Donc, c'est un... J'ai pas vu toutes ces interventions, tout ce qui était... Mais il commence à évoluer vers une compréhension que Trump, et c'est pas un agent du lobby sioniste. Il a fait essentiellement, il a participé à la production d'un climat qui nous mène vers la paix. Et la seule chose que je vais suggérer à Youssef Indy, c'est la suivante, c'est-à-dire que c'est les conséquences de son texte. Si Trump ne fait pas ce qui est, bien qu'il soit un ami d'Israël, il est obligé de le faire pour des raisons notamment de politique intérieure et tout. Et puis aussi, si tu veux négocier entre deux parties, si tu veux que les deux parties négocient, tu dois être allié des deux parties. Tu dois serrer la main de Mahmoud Abbas et serrer la main des Israéliens. Tu dois être perçu comme un allié. Tu pourrais jamais produire une paix au Moyen-Orient si tu étais perçu comme un ennemi d'Israël. Donc, tu veux absolument, pour que les Juifs, qui sont souvent un peu parano, avec ou sans raison, là, sur la politique, si tu veux qu'ils acceptent un traité de paix, de réduire leur armée, de reconnaître un État palestinien, etc., tu dois être perçu comme un ami, tu dois leur donner des trucs, c'est un négociateur. Donc la conséquence de ça qui doit éventuellement venir à l'esprit de Youssef Indy, c'est que il ne pourra pas y avoir de troisième guerre mondiale. En stabilisant les frontières, en pilotant un effort international de stabilisation de la région, par exemple, ce dont j'ai parlé dans un autre webjournal, de la détente Iran-Saoudi. Rappelez-vous ça, là, quand j'ai expliqué il y a 2 webjournaux, que l'Iran, les chiites, et l'Arabie saoudite, les sunnites, étaient en mode détente, alors qu'il y a toujours eu des frictions entre ces deux groupes-là et que depuis au moins 20 ans, les tensions étaient énormes. Il y avait une guerre entre ces deux pays-là par procuration dans la région, dont le général Soleimani était un des principaux protagonistes. Donc, il y a un apaisement à ce niveau-là. Et c'est-à-dire qu'une région apaisée fait en sorte qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'était le plan des mondialistes. Trump coupe la CIA, coupe USAID, entend refaire l'OTAN ou sortir de l'OTAN. C'est la même chose, il y a une détente du côté de la Russie, etc. Donc, il n'y a pas de troisième guerre mondiale possible. Et s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale possible, il n'y a pas de grand Israël possible. Et donc, la conséquence de son texte, là, je fais un truc long, là, la conséquence de son texte, c'est que, et ça vient en tout cas, la conséquence de son texte, c'est qu'on se dirige vers la paix et non pas vers la troisième guerre mondiale, que Trump est un pacificateur, comme je l'ai expliqué en 2018, depuis 2018, Trump est un pacificateur, qu'on ne s'en va pas vers la troisième guerre mondiale et qu'on ne s'en va pas vers le grand Israël. Et donc, il est prudent, peut-être qu'il n'ira pas là tout de suite, mais en tout cas, félicitations pour ce texte-là. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? Non, je pense que c'est ça. Donc, moment historique, la fin de l'Empire américain. Un rebrassage de cartes à l'échelle internationale. J'arrête pas de dire depuis des années qu'on se dirige vers la paix. Est-ce que vous avez besoin de plus de preuves que ce qui est présentement mis sur la table par l'administration Trump? Je pense que c'est des mesures qui sont propres à rassurer des alliés des États-Unis comme la Russie, la Chine, etc. Et c'est comme des preuves de bonne volonté et tout. Voilà. Dans ce qui concerne Gaza, les Palestiniens à Gaza vont être relocalisés vers du mieux et on va sortir du pattern destructeur de la guerre et d'envoyer ses enfants au casse-pipe pour aucun gain réel. De toute façon, soit les supporters du Hamas acceptent l'entente de Trump et s'en vont vers des super beaux villages, etc., etc., et où la guerre continue et je veux dire, vers plus de destruction et tout. Là, donc, de toute façon, les supporters du Hamas ont perdu la guerre. En termes de droit international, quand tu perds une guerre comme ça,
tu perds du territoire. Les Gazaouis n'ont aucun moyen de reconstruire, ils n'ont aucun moyen de reconstruire, donc ils ont besoin de l'aide internationale pour reconstruire. Et s'ils sont dépendants de l'aide internationale, ils doivent accepter les conditions de l'aide internationale. C'est ça, les supporters du Hamas rejettent la diplomatie. Et donc, il ne reste plus que cette voie-là. À partir du moment où tu as un groupe de personnes qui rejettent la diplomatie, ben, il faut que tu prennes les moyens. Tu ne peux pas les laisser là, tu ne peux pas les remettre là. Si tu veux la paix, parce qu'ils vont toujours continuer à faire les mêmes choses qu'ils ont fait depuis des décennies. Okay? Donc, il faut les aider pour recommencer à zéro, etc. Voilà. Donc, les protéger contre eux-mêmes. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Vous avez les façons de nous aider ici. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. J'étais supposé le faire en début de Web Journal, mais comme j'ai presque pas dormi, c'était plus difficile. Je préférais garder la suite dans les idées. Comme on le dit, l'information, c'est le pouvoir. Hein? C'est ce qu'il faut comprendre. À l'époque de l'ère de l'information, à l'époque d'aujourd'hui, l'information, c'est le pouvoir. Et les plateformes comme Radio-Québec et d'autres médias indépendants redonnent du pouvoir au peuple. C'est exactement ce que Trump aussi fait en coupant toute cette bureaucratie non élue, l'État profond qui manipule la politique contre la volonté démocratique des gens. Et ça va tous dans ce sens-là. Et donc, on remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. C'est tellement mauvais comme bitch, mais en tout cas, vous comprenez ce que je... On va y arriver. Donc, par paiement Interact, PayPal, il y a différentes façons de le faire aussi par carte. On laisse toujours les coordonnées dans le bas dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. On a presque 85 000 followers. Ça, c'est moi, @Alex Cossette. C'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. Sur X. Si vous avez... les gens, des fois, m'écrivent... même des textos, je ne réponds pas aux textos. Sur X, j'ai plus tendance à répondre... vous m'écrivez sur toutes sortes de plateformes. Facebook, je suis retourné sur Facebook. Là, les messages, c'est toujours plein. Les gens utilisent les messages comme une page de publication. Fait que vous m'écrivez un message sur Facebook, puis c'est littéralement enterré par 50 autres messages de personnes qui utilisent Messenger pour publier leurs trucs. Donc, même chose pour Telegram aussi. La meilleure façon, c'est par courriel ou ou sur Twitter. Je pense que c'est ça la meilleure façon de me rejoindre. Voilà. Alors, autre chose, on espère qu'on sera moins fatigué la semaine prochaine. C'était pas si pire, là, mais vous le savez quand il y en a des meilleurs que d'autres. Vous me le dites, « Ah, Alexis, c'était ton meilleur. » Là, quand on lit ça, « Alexis, c'était ton meilleur. » Puis là, on se dit, « Merde, la semaine prochaine, il faut que je... » Puis la semaine prochaine, t'es fatigué, puis c'est comme, merde. Allez. Alors, voilà, sans plus tarder, donc c'est ça, fin de l'Empire américain, et puis la paix à Gaza, on va reconstruire quelque chose de fantastique dans la région. Trump, qui est un développeur immobilier, qui va en faire la réalisation de sa vie, beaucoup plus que le centre-ville de Manhattan, ça va être Gaza, il va être reconnu pour avoir reconstruit le centre de Gaza. Voilà. OK? On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.